Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée de notre plateforme culturelle virtuelle Aînée. Alors, je dis juste deux mots pour les personnes qui sont en train de nous regarder actuellement sur Facebook ou bien qui sont dans la salle ici Zoom. Cette plateforme est née en fait, voilà plus ou moins un an au début de la pandémie, alors que certains de nos amis ne voulaient pas que leur horizon se réduise aux quatre murs de leur maison. On pensait que ce serait pour un temps très court et je vois que beaucoup sont à nouveau en lockdown. Bien sûr, nous avons des situations très différentes. Nous sommes de pays très différents ici, du Canada, de Belgique, de France, de Suisse, de Russie aussi. Euh, donc, c'est ce que nous avons voulu faire pendant cette année, voir un petit peu comment le monde tournait, ce qui se passait. Nous avons fait des rencontres très différentes sur des sujets très différents. La semaine dernière, nous avons parlé de la vie des communautés juive en Terre Sainte. Et aujourd'hui, nous reprenons un thème qui est très cher à notre plateforme, qui est le thème de l'éducation. Et pour cela, nous avons deux magnifiques personnes pour nous aider, parce que nous avons avant tout François-Xavier Clément, qui est l'auteur du livre La voie de l'éducation intégrale, publié chez Artege. Et pour guider cette soirée, nous avons Silvio Guerra, qui est directeur de l'école Sainte-Catherine de Sienne à Aix-en-Provence. Alors, Silvio, je te laisse la parole pour continuer à guider cette soirée. Et je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la boîte de conversation Zoom ou à lever votre main, ou même aussi sur la directe sur Facebook, sur Aînée. Vous posez vos questions en dessous de la vidéo et nous essaierons de les transmettre à François-Xavier. Alors, merci Jean-François. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à François-Xavier. Donc, tout d'abord, merci pour avoir écrit ce livre, donc La voie de l'éducation intégrale. Donc, quelques mots pour présenter François-Xavier Clément, donc chef d'établissement dans plusieurs établissements, Lille, Paris, et puis directeur diocésain à Saint-Étienne. De formation philosophe et surtout père de famille, ce qui lui donne le droit d'écrire, évidemment. Ce que je pensais au départ être un petit livre, parce que je me dis, un chef d'établissement n'a pas beaucoup de temps, donc il est certainement non plus d'écrire. Et en réalité, donc, ce petit livre fait la beauté des 350 pages. Par les contenus, on pourrait vraiment parler d'un traité plutôt d'éducation plutôt que simplement d'un livre. Donc, merci pour cette œuvre. Alors, ce qui m'a tout de suite frappé dans les titres, je dirais, je pense ceux qui on peut remarquer tout de suite, c'est l'adjectif intégral à éducation. Alors, je pense que ce n'est pas toujours, bien que tout à fait pertinent, mais ce n'est pas toujours usuel d'utiliser cet adjectif. Le livre s'articule en trois parties. Ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de lire ces livres. Donc, la première partie, c'est l'enfant est une personne. Deuxième partie, la famille, le premier lieu de l'éducation. Et ensuite, troisième partie, l'école, le deuxième lieu de l'éducation. Donc, c'est vraiment très clair les propos de François-Xavier. Alors, je dirais, l'attention est attirée surtout par l'adjectif intégral qui, on trouve parfois, pas toujours associé à l'éducation. Je dirais également le contraire de ce que je viens de dire. Certaines personnes qui nous suivent connaissent bien cet adjectif parce qu'ils l'ont certainement rencontré dans la lecture du risque éducatif. Au passage, je rappelle aussi que François-Xavier Clément a présenté ce livre en 2006 à Paris avec François Michelin et Jean-Pierre Lemaire, donc, où nous avons présenté ce livre. C'est précisément la seule définition que Don Giussani retient d'éducation à travers la définition de Hugman, un théologien autrichien de la fin du XIXe siècle, lequel définit éduquer comme introduire un jeune à la réalité et à la réalité globale, ou on peut dire également intégrale.
Donc, je dirais, on connaît cette association éducation et intégralité. La première question que je voulais poser à Jean-François, c'était quelle est l'urgence d'écrire ce livre? Pourquoi affronter en ces moments cette problématique, vu qu'on a bien d'autres de plus urgentes en ces moments? À toi la parole, François. Merci Silvio, merci à chacun de vous pour votre présence ce soir. Je vous avoue que, pardon de ne pas répondre immédiatement, mais je voudrais, par une petite introduction, exprimer à la fois ma joie, ma gratitude de m'adresser à vous. Et puis, c'est avec une certaine émotion parce que j'ai découvert Giuliani quand je travaillais dans le Nord, grâce à un ami qui s'appelle Jean-Baptiste Masson. Et qui était responsable de la pastorale de l'établissement dans lequel je travaillais à Marc-en-Barœul à l'époque, dans le nord de la France. Je dois dire que les pages de Giuliani m'ont toujours à la fois touché, dans la mesure où ma tradition philosophique est davantage celle de saint Thomas d'Aquin, et que même si Giuliani connaissait saint Thomas d'Aquin, il avait une approche plus existentielle et plus moderne de la philosophie éducative. J'ai toujours vécu comme une vraie complémentarité son approche philosophique et son approche éducative. Alors, pourquoi écrire ce livre aujourd'hui? D'abord, pour te rassurer, Silvio, je dois te dire que, comme tu le sais, j'ai quitté mes fonctions de chef d'établissement. Et c'est parce que j'ai quitté mes fonctions de chef d'établissement il y a bientôt un an, eh bien, que le temps qui m'a été donné par la Providence m'a permis d'approfondir ma réflexion et m'a permis de me lancer dans l'écriture de ce livre qui a été pour moi comme un mouvement à la fois d'action de grâce pour les 25 ans que j'avais engagé au service de l'éducation catholique, mais aussi une manière de fixer un certain nombre ce que j'appelle moi des invariants de l'éducation et de l'anthropologie chrétienne. Pourquoi est-ce urgent aujourd'hui? Parce que je pense que nous sommes actuellement, je vais dire en France, mais pour ce que je connais d'un certain nombre de pays, je crois pouvoir dire que ce que je vais dire maintenant pourrait s'appliquer à bon nombre de territoires. Je pense que nous sommes actuellement dans une urgence éducative, au sens où Benoît XVI parlait d'urgence éducative, un peu similaire à celle que Don Bosco a connue à Turin, au sens où nous avons de nombreux enfants qui aujourd'hui ne sont pas éduqués. Et au sens où, quand Don Bosco, dans les rues de Turin, a choisi de s'occuper des enfants qui étaient errants et qui n'étaient pas instruits, qui n'étaient pas éduqués, n'a pas cherché d'abord à culpabiliser ou responsabiliser les parents en leur disant « mais que faites-vous de ces schnappants? Reprenez-les et éduquez-les ». Il n'a pas cherché à renvoyer cela sur une mission supérieure dans la hiérarchie de l'État ou dans la hiérarchie de l'Église. Il a agi là où il était, avec les moyens qu'il avait, en considérant que le Christ était le modèle éducatif par excellence. Et il me semble, que nous avons aujourd'hui, dans l'enseignement catholique d'une manière générale, quand je dis d'une manière générale, c'est pour ne pas dire d'une manière systématique, parce que ce ne serait pas vrai, parce que je crois qu'il y a aujourd'hui dans l'enseignement catholique de vrais et beaux éducateurs, mais je crois que d'une manière générale, nous avons perdu les racines anthropologiques, notre tradition anthropologique, notre conception de l'homme, qui nous permettrait d'engager l'éducation et l'accompagnement de la croissance intégrale des enfants en vue de leur destinée la plus haute. Et quoi de plus précieux pour des parents d'abord et ensuite pour des éducateurs catholiques de penser l'éducation d'un enfant en vue de sa destinée la plus haute, c'est-à-dire en vue de la vie éternelle. C'est l'ADN profond de l'éducation intégrale, c'est de travailler sur
le sens de la vie terrestre, le sens de la vie terrestre qui n'est pas une impasse, mais qui n'est que le pèlerinage en vue de la vie éternelle. C'est extrêmement ambitieux, c'est très radical, ça a des conséquences extrêmement nombreuses sur la vie éducative, sur la relation à l'élève, sur la culture, etc. Et nous y reviendrons probablement dans les minutes qui viennent. Mais c'est, je pense, véritablement, oui, une urgence pour répondre à ta question, Silvio. Merci beaucoup, François-Xavier. Alors, je dois dire que la plus grande difficulté en lisant ton livre, c'est de trouver des points de désaccord. Donc, j'ai dit, donc du coup, parce que justement les questions, je me dis, voilà, comment je peux lui poser toute une batterie de questions si je ne suis pas... Donc, j'ai essayé un peu disons, de déconstruire ton livre et chercher un peu un point critique, mais comme je disais, dans le sens paulinien du mot, c'est-à-dire d'évaluer tout et de retenir ce qu'il y a de bon dans chaque chose. Et dans ce que tu dis comme premier point, je me dirais, voilà, je fais 3 points moi aussi. Donc, le premier point, effectivement, tu as déjà introduit la première thématique. Donc, une anthropologie religieuse comme base pour une éducation intégrale. Donc, c'est un peu ça la première partie de cette critique. Ce que je veux te poser vraiment comme question directe, donc ça veut dire que, et on le comprend tout de suite dans ton livre, que quand tu parles d'éducation, tu parles d'une éducation intégrale, donc il faut une base anthropologique, confessionnelle, religieuse. Donc, je te dis la question qui vient me poser, mais d'abord, tu coupes court avec toute une tradition néanmoins laïque en France qui remonte à la fin du 19e siècle et qui est également présente dans l'éducation et dans l'école. Mais j'ai envie de te poser, donc faut-il être obligatoirement croyant pour être éducateur? Alors, parce que d'une certaine manière, toute ta base anthropologique repose évidemment sur une anthropologie chrétienne, qui est certainement ton expérience. Mais j'ai envie de te dire, je crois que tu le sais très bien, nous ne sommes plus dans un monde chrétien. Donc, est-ce que le sens de ton livre, de ton traité plutôt, est-ce que c'est un tocsin, comme une sorte de revanche d'entrée en résistance, ou un appel quelle est la valeur vraiment de ton message? Alors, j'aime beaucoup ta question parce que tu poses immédiatement la question qui va nous renvoyer à l'universalité de l'anthropologie chrétienne. Alors, je vais répondre en plusieurs étapes. La première réponse, c'est non. Non, il ne faut pas nécessairement être croyant pour engager le processus de croissance intégrale de l'enfant et pour accompagner la croissance intégrale de l'enfant. Je pense qu'on peut se référer assez facilement au pari pascalien, c'est-à-dire que ce livre, je dirais qu'il s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté qui sont prêtes à faire l'hypothèse de la vie éternelle. Et simplement en faisant l'hypothèse de la vie éternelle dans la perspective donc de cette fin qui est la fin la plus haute, de ce terme de la vie terrestre qui nous fait entrer dans la vie éternelle, eh bien, le simple fait de poser cette hypothèse change radicalement tout. À l'inverse, si on ne pose pas cette hypothèse, alors à quoi se résume notre vie? Eh bien, à la recherche de plaisir, de pouvoir, d'honneur, de richesse, et à la volonté de jouir au maximum du maximum de bien dans un temps qui est relativement court, 80 ans en moyenne, et parfois beaucoup moins.
Et donc, que faire pour véritablement éduquer un enfant si la fin de la vie, c'est à 80 ans, ou un peu plus, ou un peu moins, et que le but de la vie est d'acquérir le maximum de pouvoir, d'honneur, de richesse, de plaisir? Eh bien, je pense que c'est très difficile. Et je pense que ça fait partie des éléments, ou plutôt des symptômes actuels de l'urgence éducative. On n'est plus dans l'être, on est dans l'avoir. Et que si on veut passer de l'avoir à l'être, on est dans une société d'hyperconsommation, et une société d'hyperconsommation qui est marquée par le toujours plus. Nos enfants ne sont pas indemnes de ce climat. Les smartphones, les écrans, les réseaux et toutes les sollicitations dont ils sont les objets aujourd'hui sont objectivement les mêmes sollicitations que nous avions à leur âge, les mêmes, sauf que les moyens de ces sollicitations sont infiniment plus importants, plus puissants et plus immersifs sur le plan psychologique. Ce qui veut dire que nos enfants sont en face d'une alternative qui n'est pas très facile à traiter quand ils sont jeunes, qui est: est-ce que je vis ma vie dans l'être ou est-ce que je le vis dans l'avoir? Moi, je pense que pour la réalisation de la vie humaine, il faut regarder la nature même de la personne, et que la nature même de la personne comporte cette soif d'absolu. C'est la raison pour laquelle je dirais que, pour compléter ma réponse, non, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir la foi pour lire ce livre et pour s'engager dans le chemin de l'éducation intégrale. En revanche, oui, il convient d'accepter de faire l'hypothèse qu'il y a une vie éternelle et qu'il y a autre chose que cette impasse de la vie terrestre. Et que cela, en fait, cette hypothèse de départ, elle est fondamentale au sens où elle est au fondement de l'acte éducatif dans l'éducation intégrale. Ensuite, je compléterai ma réponse en disant que si la foi catholique comment dire, a une, et tu as fait allusion à saint Paul, l'apôtre par lequel, je dirais, l'engagement universel est le plus explicite, eh bien, si la foi catholique est universelle, c'est parce qu'elle a vocation à permettre à l'homme de réaliser pleinement la nature qui est la sienne. Et la nature humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, comporte des éléments naturels que l'on peut traiter de manière laïque, non pas au sens de la laïcité française actuelle, mais laïque au sens de naturel, au sens de ne pas faire appel à la transcendance et à la religion. Et on peut les traiter. On peut traiter la question du corps, de la formation de l'intelligence, de la formation de la sensibilité, la formation de la liberté, formation des passions, etc. On peut aborder tous ces sujets-là sans du tout faire appel à la foi. Et certains chapitres de ce livre ne comportent aucune allusion à une dimension religieuse. Maintenant, quand on parle d'éducation intégrale, le mot intégral auquel tu t'es référé dès le préambule de ton propos, le terme intégral signifie quoi? Quand on étudie les œuvres intégrales d'un auteur, ça signifie qu'on étudie la totalité de son œuvre. La totalité d'un enfant, c'est quoi? La totalité d'une personne, c'est quoi? La totalité d'une personne, elle ne peut se comprendre que par un principe d'ordre. C'est-à-dire que jamais je pourrais faire le tour d'un mystère, parce qu'une personne est un mystère. Donc jamais je pourrais prétendre à dire que je fais le tour de toute la personne. En revanche, je peux découvrir par les forces de ma raison et par une compréhension de ce qu'est l'anthropologie, je peux découvrir l'ordre qu'il y a dans ce qui compose une personne, c'est-à-dire la disposition des parties dans un tout en vue d'un but. C'est ça la définition de l'ordre en philosophie. La définition de l'ordre, c'est la disposition des parties dans un tout en vue d'un but. Alors, quel est ce but?
Quelle est l'orientation qui va permettre d'ordonner les différentes composantes de la personne humaine? Et ce but, eh bien, on a plusieurs possibilités. Soit on le voit, je dirais, dans la partie basse de l'être humain. Ça ne veut pas dire une vile partie, hein, c'est la partie basse, c'est-à-dire son corps, ses viscères, ses tripes, son ventre. Et on peut effectivement, tel Gargantua, cantonner la vie humaine au ventre, c'est-à-dire à tout ce qui est incarné, passionnel et sensible. On peut aussi s'élever un peu et arriver au cœur, à l'affectivité et se dire que non, en fait, tout n'est pas corporel, tout n'est pas sensible, mais tout est affectif, tout est passion, tout est orienté vers l'amitié, la relation, l'amour, l'éros ou la relation d'engagement. Et puis on peut s'élever encore un peu et arriver à l'intelligence et se dire que ah, c'est peut-être quand même ce qui nous distingue profondément de l'animal, cette rationalité qui va nous permettre d'orienter véritablement notre vie. Et on arrive là à la philosophie d'Aristote. On arrive là à une orientation qui est déjà un peu déjà supérieure dans la mesure où eh bien, l'intelligence humaine permet à l'homme de concevoir le sens de sa vie, de mieux comprendre l'ordre qui compose sa nature et qui fonde la dignité de sa personne. Et petit à petit, donnant une orientation à sa vie, il va pouvoir, en fonction de cet objectif, eh bien, mettre un ordre, pardonnez-moi, dans ses actes quotidiens. Mettre un ordre dans ses actes quotidiens, ce n'est rien d'autre que la vertu. La vertu qui, selon Aristote, conduit au bonheur. Alors on peut s'arrêter là, on peut s'arrêter à l'Antiquité grecque en considérant que Aristote a déjà réglé le problème puisqu'il a parlé du bonheur et en disant que le bonheur c'était l'opération droite selon la vertu et donc si on suit un chemin vertueux, nous serons heureux sur cette terre. Il y a une quatrième dimension. La quatrième dimension, elle est celle de la révélation. C'est l'homme peut découvrir par lui-même, ça c'est dans Veritatis Splendor, la trace que le Créateur a laissée dans son ordre naturel. Et c'est déjà très beau, parce qu'il peut effectivement découvrir par les forces de sa raison eh bien, une dimension surnaturelle. D'où vient-il? Où va-t-il? Etc. Mais la révélation, la première alliance, c'est Dieu qui descend, puis la seconde alliance, c'est Dieu qui se fait chair. Ça signifie qu'il y a un plan d'amour de Dieu sur l'homme pour que l'homme puisse vivre en Dieu. Et je ne peux pas taire cette révélation, surtout à une époque où on sent bien que en France, nous sommes actuellement inquiétés par un débat qui a pour but de lutter contre les séparatismes, qui fait directement allusion à la question du communautarisme et de la place des religions et de la laïcité appliquée. Mais nous savons bien à quel point aujourd'hui les jeunes et les moins jeunes sont attirés par des radicalités dans leur vie. Et ces radicalités de cause, ces radicalités d'engagement, ces radicalités de foi ou ces radicalités de doctrine, eh bien, ne sont pas aujourd'hui assouvies. Et donc, il y a un désir, un besoin, je dirais, en l'homme, depuis l'origine de l'humanité, on en trouve la trace jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce que pourront dire, je dirais, peut-être les détracteurs de la foi et les athées les plus radicaux, il y a cette trace dans notre humanité de la recherche de Dieu en permanence. Et je pense qu'il est essentiel, effectivement, d'apporter le cadeau que représente ce but ultime de parfaire notre humanité dans le Christ. Je dis bien de parfaire notre humanité, c'est-à-dire de permettre à notre humanité eh bien, d'être pleinement accomplie, d'être pleinement réalisée dans la conformité de notre vie au Christ. Merci pour cette réponse assez précise et méthodique. Nous,
et quand je pense nous, en tout cas je pense toi et moi, peut-être d'autres personnes qui nous écoutent, nous avons été investis par cette grâce qui est la foi. Si je regarde aujourd'hui l'éducation et le monde dans lequel nous vivons, on peut dire de manière un peu banale, est en crise. Mais comme tu l'as bien expliqué et élucidé, ce n'est pas tant dans les contenus, c'est plutôt dans les méthodes. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je dirais, ces contenus, cette foi qui nous anime, qui nous a été donnée, nous n'arrivons pas ou très mal à la communiquer, à la partager, à montrer toute sa valeur, comme tu as pu expliquer, parce qu'en fin de compte, nous n'avons plus de méthode. Nous ne savons plus comment communiquer, nous mettre un rapport, un lien avec les jeunes et les uns aux autres. Donc, c'est un peu ma conviction, mais je voudrais te poser la question. Parce que, en fin de compte, si je te dis, j'ai un peu la critique que je pourrais faire vis-à-vis du livre, c'est que ça va un peu à l'encontre de ce qu'est en train de faire le pape François, où il dit que le temps est supérieur à l'espace et que peut-être il faut se mettre à créer de nouvelles dynamiques plutôt qu'occuper des espaces. Alors, j'ai dit, dans tout cela, j'ai l'impression qu'en fin de compte, ça pourrait tomber sur nos pieds, c'est pour continuer à occuper des espaces sans en fin de compte, penser qu'il y a de nouvelles dynamiques qui peuvent nous amener à découvrir et nous mettre en rapport avec des jeunes, comme on pourra le voir dans la suite de la conversation, qui sont en perdition. Oui, alors, en fait, il y a plusieurs questions dans ton propos. Je voudrais reprendre là où tu en étais quand tu parlais de la méthode, et puis je vais revenir à la suite. D'abord, la question de la méthode. Alors, il est certain que la question de la méthode, elle est très importante parce que méthodos, en grec, c'est le chemin par lequel on passe, le chemin qu'on emprunte pour réaliser un travail, pour réaliser, donc, là, en l'occurrence, l'éducation ou la relation. La meilleure application de cela, je pense, c'est la question de l'autorité, la meilleure application que l'on peut trouver. Il se trouve que pour écrire mon livre, je suis aussi allé relire certains propos de Giussani et je vous encourage à aller relire les pages magnifiques dans le risque éducatif. C'est dans la troisième partie sur l'autorité, une proposition existentielle. Les propos qu'il tient sur l'autorité sont en grande partie des propos qui insistent sur l'importance de bien comprendre le premier acte d'autorité qui concerne l'éducateur. C'est-à-dire que l'éducateur, avant d'exercer une autorité pour faire croître un enfant, pour l'enseigner, pour l'accompagner dans sa croissance, eh bien, doit commencer par exercer une autorité sur lui-même. Sur lui-même. Et le premier acte d'autorité est d'abord et avant tout un acte d'autorité sur nous-mêmes. Celui qui ne sait pas se gouverner lui-même ne pourra pas gouverner les autres. Et cette idée, elle est de l'ordre de la méthode. Quel chemin on emprunte pour éduquer? Est-ce qu'on emprunte un chemin intérieur ou un chemin extérieur? Si on emprunte un chemin extérieur, alors effectivement, l'éducation sera une somme d'injonctions, de paroles, d'exigences, de contraintes, de règles. Mais si l'acte d'autorité est d'abord un acte intérieur, alors l'éducateur va immédiatement se poser la question de sa propre exemplarité. Et la question de l'exemplarité de l'éducateur, c'est la question de son unité par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il pense. Vous connaissez probablement cette expression de Paul Bourget qui disait « Quand on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit ». C'est-à-dire que s'installe inéluctablement une dissociation
entre ce que l'on pense et ce que l'on vit à partir du moment où on ne vit pas ce que l'on pense. Et donc, le premier acte d'autorité, la méthode, c'est-à-dire le chemin par lequel on doit passer pour poser son autorité, ben, c'est d'abord un chemin personnel, un chemin existentiel, un chemin dans lequel on va s'unifier, un chemin dans lequel on va rechercher sa propre unité. Giussani a une parole très belle pour dire que finalement, l'autorité est l'expression la plus juste du moi, la plus juste de ce que l'on est. On ne peut pas, dans l'exercice de l'autorité, tromper sur ce que l'on est. C'est toute la difficulté du métier de professeur. C'est que le professeur, quand il exerce sa responsabilité, il est renvoyé à sa propre unité ou à sa difficulté à vivre cette unité. Et même, c'est notre responsabilité de parents qui est difficile par moments, parce que dans l'exercice de l'autorité, nous pouvons avoir un agacement, une colère, une tension qui nous renvoie à nous-mêmes. Et l'exercice de l'autorité est donc d'abord un exercice sur nous-mêmes et un exercice intérieur, puis un exercice qui va conduire à une croissance intérieure chez l'enfant. Et l'exemplarité, vous voyez, un élément méthodologique, c'est par exemple dire qu'il y a dans l'éducation des paroles, des actes et l'être. Les paroles, c'est ce qu'on utilise le plus souvent et c'est le moins efficace. Il y a ensuite les actes qui sont un peu plus efficaces, qu'on utilise malheureusement pas suffisamment souvent. Les actes, c'est le fait de prendre un enfant par la main quand vous lui apprenez à marcher, mais c'est aussi de faire avec lui ses lacets, et c'est enfin de faire un travail avec lui en mathématiques et de vous asseoir à côté de lui pour l'aider à le faire et le voir faire et l'accompagner dans cet exercice. C'est aussi l'aider dans le service en lui donnant des occasions de servir et de s'engager, etc., etc. Et puis l'être, c'est quoi? Eh bien, c'est nous-mêmes, c'est notre personne, c'est notre exemplarité. Et regardez bien dans l'éducation, comme vous avez davantage retenu probablement l'être de ceux qui vous ont éduqué, l'être de ceux qui vous ont enseigné, plus que les actes et beaucoup plus encore que les paroles. Vous avez peut-être retenu une expression, mais on retient rarement un discours tout entier d'un de nos éducateurs ou d'un de nos parents. On retient des tics ou des tocs, on retient des formules, mais on ne retient pas un discours tout entier. Vous ne retiendrez pas ce soir le discours de ma conférence ou de mes interventions. Vous retiendrez peut-être quelques expressions, mais vous allez surtout retenir, je l'espère, un acte éducatif qui va peut-être transparaître à travers mes paroles et à travers l'unité que j'essaye de faire passer dans mes paroles. Et c'est ça qui va ultimement être, comme on dit en psychologie, andragogique, c'est-à-dire marquer le cœur au point de pousser à faire croître et donner ce que saint Thomas appelait un habitus, c'est-à-dire un pli un peu profond, je dirais, dans le cœur de la personne. Après, sur la question du temps et de l'espace. Alors, c'est difficile parce que, évidemment, la notion de temps, notamment dans l'éducation, est fantastiquement importante et sans le temps, rien n'est possible. Vous connaissez cette expression, le temps ne respecte pas ce qu'on fait sans lui. Et évidemment, le temps et la progressivité de la croissance de l'enfant, la progressivité de nos vies nécessitent toujours du temps. La maturité, par définition, est un temps. Et du reste, le terme même de maturité renvoie à une progressivité, à un temps. On l'emploie pour un fruit, on l'emploie pour un vin. La notion de maturité dans nos vies et renvoie directement à la temporalité de la croissance. La notion d'espace, peut-être a besoin d'être revisitée et peut-être qu'il y a nécessité à retrouver la notion d'enracinement indépendamment de la querelle de l'identité. C'est-à-dire que je pense que quand le pape François insiste sur cette notion de temps, il veut probablement insister pour nous inviter à éviter de nous cantonner
dans une vision trop figée, trop immuable, je dirais, de nos identités. Ce livre, comme je le disais, pour répondre à ta première question, il a une destinée, je l'espère, assez ouverte, je ne vais pas dire universelle parce que ce serait un peu prétentieux, mais en tous les cas suffisamment ouverte pour ne pas être le livre d'une chapelle, pour ne pas être le livre, je dirais, d'une vision monolithique de l'éducation. Car l'éducation intégrale nous permet de voir qu'effectivement, eh bien, nos enfants ne sont pas nos enfants. C'est ce que j'écris à un moment donné. Il se trouve, et je vous partage cet élément un peu personnel, il se trouve que j'ai adopté avec mon épouse qui maintenant est au ciel, eh bien, nous avions adopté notre premier enfant au Guatemala. Et cet enfant a aujourd'hui 21 ans. Et ensuite, on a eu 3 enfants par nous-mêmes qui ont aujourd'hui 18, 14 et 11 ans. Eh bien, je peux vous affirmer que nos 4 enfants sont adoptés et qu'on adopte tous nos enfants. Et nos enfants sont tous adoptés. Et ceux qui pensent que leurs enfants sont leurs enfants, eh bien, déchantent assez vite parce qu'ils découvrent effectivement que les enfants ont leur propre croissance, leur propre autonomie, leur propre direction. Quels sont ceux qui peuvent dire, quand ils sont parents d'enfants qui ont plus de 15 ou 20 ans, que les enfants sont parfaitement sur la ligne qui avait été dessinée initialement? C'est un rêve. Nous savons bien que dans l'éducation, tout est vivant et que la liberté d'un enfant vient de l'expression de sa particularité, de sa subjectivité. Et donc, cette identité qui naît du cœur de l'enfant, eh bien, dans une communauté familiale, oui, elle apparaît comme un déplacement, bien souvent. Elle apparaît comme quelque chose qui peut même un peu déstabiliser. Et je crois que cette notion d'espace, elle nous renvoie effectivement à une notion peut-être trop étriquée de l'identité. En revanche, je pense qu'il y a des espaces et des espaces sur lesquels, moi je pense que le droit naturel s'exprime de façon très claire. La première communauté éducative, c'est la famille. Et ça, ce n'est pas négociable. C'est la première communauté naturelle et la première communauté éducative. C'est le premier lieu de la fraternité, c'est le premier lieu de la socialisation, c'est le premier lieu de la relation, c'est le premier lieu des amitiés. Et c'est le premier lieu dans lequel la relation va conduire à faire le deuil d'être le centre du monde pour l'enfant. Et donc, quand on parle, je dirais, d'espace, je pense effectivement qu'il faut absolument, dans l'éducation, sanctuariser, protéger par tous les moyens possibles la communauté familiale. Ensuite, il y a une seconde communauté pour l'enfant, qui est l'école. Ça, c'est un deuxième espace. Et c'est un espace qui est aussi important comment dire, dans l'éducation de l'enfant par la temporalité, parce qu'il y passe un nombre d'heures considérable dans la semaine, et en temps hebdomadaire, même si ce n'est que 36 semaines dans l'année en France, eh bien 36 fois, je ne sais plus combien d'heures, mais en tous les cas, un nombre d'heures assez important, 28 heures à peu près, eh bien l'enfant n'est pas en famille, il est dans la communauté scolaire. Et dans cette communauté, cette seconde communauté éducative, l'enfant vit dans un espace qui va participer à développer sa culture personnelle, son identité, sa croissance et le sens de sa vie. Alors après, on peut se dire qu'effectivement, on est dans un monde où les choses sont tellement croisées, entrelacées. On entend de temps en temps, vous savez, cette expression de village planétaire. Nous vivons dans un village planétaire, les réseaux sociaux et les rencontres, le multiculturalisme nous conduit effectivement à penser le monde de façon beaucoup plus ouverte aujourd'hui qu'il y a 30 ou 50 ans en arrière, bien sûr. Et bien sûr, il faut intégrer cet élément de pluralité culturelle dans le cœur de nos enfants. J'essaye un peu d'en parler dans ce livre, même si ce n'était pas l'objet principal. Et il est évident que, pour moi, l'éducation intégrale peut aussi se développer dans un environnement plus pluriel,
de mixité sociale, ethnique, religieuse, etc. Et ce n'est pas une difficulté en soi. La difficulté, elle vient du contrat de départ. La difficulté, elle vient du fait que, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que quand il y a un espace qui est très ouvert, est-ce que c'est une chose qui est bonne pour l'enfant? On peut se poser la question. Moi, je pense qu'il est bon pour les enfants de commencer par croître sous serre. Je le crois. Comme une petite plante a besoin d'être protégée sous une serre avant d'être exposée au plein vent. Et que l'environnement familial, l'environnement scolaire, eh bien, doit représenter ce sanctuaire dans lequel l'enfant va pouvoir croître en paix et sécurisé, même si j'ai conscience, quand je dis ça, Silvio va probablement me challenger un peu sur le sujet. J'ai conscience, quand je dis ça, que je lui donne peut-être l'impression de vivre sur une île déserte et que la société actuelle est beaucoup plus violente, beaucoup plus ouverte et que c'est très difficile. Dans mes 4 enfants, voilà, il y en a 3 qui ont, les 3 aînés ont un téléphone portable, celle de 14 ans a un smartphone qu'elle n'a pas en permanence avec elle. Le soir, elle le remet dans ma chambre et elle l'a de temps en temps. C'est un combat. C'est un combat et c'est difficile. Mais comme on vit en 2021, eh bien, je suis bien obligé petit à petit d'ajuster ce qui a besoin de l'être dans l'éducation de mes enfants pour à la fois les enraciner et en même temps leur permettre de s'arrimer à la société dans laquelle ils devront vivre demain. Alors, merci beaucoup parce que je te rejoins sur, en tout cas, sur le deuxième point, batterie un peu des questions que je voulais te poser sur le deuxième point. Donc, l'éducation est plutôt une question, un problème des adultes que des jeunes. Dans le sens qu'un jeune n'a pas de problème d'éducation, c'est plutôt nous, les adultes, et dans le sens que tu as bien décrit d'une anthropologie à tenir compte, à prendre en compte pour développer une éducation. Néanmoins, et tu le dis bien dans les livres, il y a aujourd'hui un problème de communication. Pour communiquer, il faut qu'on utilise la même langue. Comment aujourd'hui éduquer des jeunes dont la connaissance linguistique est très, très limitée pour différentes raisons, hein. Il y a un déficit des langues, je crois que c'est assez facile à remarquer, dont les premières victimes sont eux-mêmes, parce qu'ils n'arrivent plus à décrire, en fin de compte, la réalité, intérieure ou extérieure. Et donc, d'une certaine manière, sans cette langue, sans pouvoir communiquer, ils s'enferment en eux-mêmes. Donc ça, il y a un premier, à mon avis, question vis-à-vis des adultes que nous devons en être conscients. Lié à cela, il y a un deuxième problème que tu as dit, celui des réseaux sociaux. Comme tu le dis dans les livres, Internet a fait changer les paradigmes de la tâche éducative. Et que parfois, ça nous fait penser que la mission devient impossible. Impossible, je dirais, non pas pour être désespéré, mais parce que aujourd'hui, et c'est pas moi qui l'ai dit, en fin de compte, le pape l'a dit aussi, un jeune parfois considère des adultes comme des sortes d'hommes préhistoriques, voire des dinosaures, donc en voie d'extinction. Donc la question, c'est comment on peut être à nouveau pris en considération, comment on peut rentrer en rapport avec un jeune qui a déjà, malgré lui, un déficit de conscience et un déficit de langage. Alors, je vais commencer par ton propos liminaire sur l'éducation est un problème d'adulte et pas un problème d'enfant, et ce n'est pas les enfants qui ont un problème éducatif, c'est d'abord les adultes. Je te rejoins évidemment complètement dans la mesure où c'est effectivement ce que j'ai cherché à exprimer quand j'ai dit que l'enfant, quoi qu'il arrive, il croît, du verbe croître. Quoi qu'il arrive, voilà.
Et depuis sa conception, où il est déjà une personne à part entière, jusqu'à sa naissance et son départ pour la vie éternelle, la personne humaine croît, se développe et petit à petit voilà, s'accomplit. Cette croissance, elle a besoin effectivement d'être accompagnée par l'adulte, et c'est l'adulte qui, par les actes qu'il pose, mais je ne devrais pas dire l'adulte, je devrais dire les adultes, car tout adulte qui se présente devant un enfant est un éducateur. Tout adulte qui se présente devant un enfant est un éducateur. Votre enfant croise dans le métro un homme qui se lève pour laisser sa place à une personne handicapée ou une personne âgée. Quand il va voir ce geste, ça participe de son éducation. Si, à l'inverse, il voit une personne insulter une autre personne et poser un acte de violence sur une autre personne, ça participe de son éducation. Tout adulte qui rencontre un enfant participe à son éducation. Parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la dimension de l'être, vous n'avez pas besoin de parler à un enfant pour que lui croie, du verbe croître toujours, à partir de ce que vous êtes. Soit en opposition, soit en ressemblance, soit en dissemblance, mais il va, en référence à ce que vous êtes et à ce qu'est l'adulte devant lui, croître et se déployer. Et la direction ultimement qu'il donnera à sa vie, c'est lui qui va la choisir. C'est lui qui va la déterminer. Alors, soit il va la déterminer de façon consciente, rationnelle, choisie et vraiment, comment dire, comme un adulte responsable et avec une volonté engagée, soit il va suivre finalement les déterminismes de son éducation, de sa vie sociale, des influences diverses et variées qui l'entourent, avec plus ou moins de liberté, plus ou moins de conditionnement en fonction de l'environnement dans lequel il a vécu. Et nombreux aujourd'hui sont les enfants qui effectivement ont été éduqués par de très, très, très nombreux adultes autour d'eux, dans l'environnement familial, scolaire, social, sportif, ludique, et puis dans la rue, pour faire vite, hein, mais qui n'ont pas été unifiés. Et finalement, la maturité, c'est ça, hein, c'est être unifié. C'est être le même côté cour que côté jardin, comme on dit au théâtre. C'est être une seule personne et être unifié au sens d'avoir une destinée, une visée ultime qui va ordonner l'ensemble de notre vie. Alors après, sur ce que tu disais en disant que il est essentiel dans l'éducation et dans la relation éducative d'être en mesure de construire un dialogue, de construire un échange, de construire une communication, de construire une conversation. Tu fais immédiatement allusion à la formation de l'intelligence en disant cela, et je vais m'attarder maintenant sur ce que j'appelle dans le livre la dimension littéraire de la formation pour le monde scolaire, mais qu'on pourrait appeler tout simplement la formation de l'intelligence dans la vie culturelle. Le rapport aux mots est déterminant pour la pensée. C'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas se construire s'il n'a pas des mots pour exprimer les choses et pour les comprendre. Et si le mot est l'instrument de la pensée et la phrase, l'expression d'une pensée qui se développe, qui est en mouvement, eh bien, il convient très tôt d'enrichir l'intelligence de l'enfant par des petites histoires, par un discours. Certains ont peut-être entendu parler de cette méthode qui consiste à parler maintenant, c'est notamment vrai pour les papas ou les futurs papas, de parler au bébé par le ventre de sa maman, en s'approchant du ventre de la maman pour parler au bébé très tôt, pendant qu'il est dans sa vie intra-utérine,
encore un petit fœtus. Et j'aime beaucoup cette intuition. Je suis incapable de vous dire ce qu'elle donne, mais en revanche, j'aime beaucoup cette intuition qui consiste à dire, dès le départ, l'enfant a besoin qu'on lui parle. Dès le départ, l'enfant a besoin d'entendre des mots et même de recevoir une myriade de mots. C'est-à-dire que nous avons une tentation, quand on s'adresse à un enfant dans l'éducation, on voit ça assez souvent, d'infantiliser le vocabulaire. Mais c'est une bêtise. Moi, je pense que l'enfant comprend intuitivement ce que l'on dit. Et c'est par justement une méthode intuitive que l'enfant va petit à petit enrichir son vocabulaire sur des petites histoires que sa maman va lui raconter ou son papa sur le bord de son lit quand il est tout petit. Et qui, peu à peu, vont s'intégrer dans son langage, vont s'intégrer dans sa capacité à réfléchir, ou d'abord, à s'exprimer, puis à réfléchir. Un enfant qui n'a pas de mots pour exprimer les choses, qu'est-ce qu'il fait? Il tape ou il pleure. Mais un enfant qui a des mots, il va employer des mots. Et quand l'enfant, au départ, n'a pas de mots parce qu'il ne sait pas parler, eh bien, il pleure ou il grogne ou il appelle ou il exprime son contentement, ou etc. Et peu à peu, l'apparition des mots va lui apporter en même temps une certaine sérénité, une certaine sécurité en son rapport au monde. Alors, j'en viens à ta question plus précise. Il est évident que moi, je suis convaincu que nous avons un déficit de formation littéraire aujourd'hui dans les parcours scolaires. Malheureusement, je crains que ça ne soit pas qu'en France. Je sais qu'il y a des Canadiens qui nous écoutent et je connais un peu le système francophone canadien. Je sais que malheureusement, le Canada n'est pas indemne aussi d'un appauvrissement. C'est le cas aussi en Belgique, alors que c'est à Grévis, un Belge, que l'on doit la meilleure grammaire et que les Canadiens ont été pendant très longtemps les chantres de la francophonie et de la belle langue française et qu'ils la défendaient presque plus que les Français eux-mêmes. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le français a été considérablement appauvri. Et qu'il a été appauvri. Pourquoi? Parce que on a voulu donner au monde scolaire comme objectif l'intégration dans le monde professionnel avec une visée technique, c'est-à-dire scientifique. Et donc, il faut absolument modéliser l'intelligence humaine par pardon de l'expression, mais un formatage scientifique pour qu'il soit capable de coder, qu'il soit capable d'être ingénieur, qu'il soit capable d'être un technicien, qu'il soit capable de rentrer dans un process de fabrication et dans un process éventuellement managérial ou dans un process financier, dans un montage financier. Et finalement, on s'aperçoit qu'on bute sur tout ce qui est du domaine humain ou ce qui est du domaine de l'imprévu dans la complexité. Le domaine humain et l'imprévu dans la complexité sont abordés aujourd'hui davantage par l'intelligence littéraire que l'intelligence scientifique. Alors certes, les algorithmes et le dataïsme nous permet aujourd'hui d'aller très très loin sur le plan intellectuel. Quand vous lisez des livres comme le livre d'Hariri, Homo Deus, ou des livres de ce type, vous apercevez qu'effectivement, dans la Silicon Valley, ils ont réfléchi depuis très longtemps comment remplacer progressivement l'intelligence humaine par une intelligence technique, c'est-à-dire d'augmenter les capacités de l'intelligence humaine grâce à la mathématique et grâce à l'algorithme et grâce au dataïsme. Moi, je pense que l'intelligence littéraire est fondatrice d'un équilibre de l'intelligence et est plus proche de l'intelligence. Ça ne peut pas se faire au détriment de la formation scientifique, sûrement pas. Et quand vous parlez quand je parlais, comme je suis en train de le faire avec vous, avec des professeurs dans les différents établissements que j'ai été, mais dans le dernier, ça a été particulièrement vrai puisque c'est un établissement très scientifique à Saint-Jean-de-Passy à Paris. Quand je parlais de cela avec des professeurs de sciences physiques, de mathématiques ou même de sciences et vie de la Terre, donc de biologie, ils me disaient mais ce que vous dites est non seulement vrai,
Mais nous butons aujourd'hui en mathématiques, en sciences physiques et en sciences de la vie et de la Terre sur un plafond de verre qu'ont nos élèves parce qu'ils ne maîtrisent plus la subtilité de la langue, la compréhension des énoncés, ils ne savent plus exprimer véritablement leurs pensées étape par étape, ils ne savent plus argumenter, ils ne savent plus exprimer une pensée longue et complexe, et ça, je parle de lycéens. Et effectivement, ce que je vous dis est probablement une platitude parce que vous l'avez déjà tous constaté. Mais excusez-moi, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et on a aujourd'hui des jeunes qui ont besoin de retrouver effectivement une vraie maîtrise des mots, une maîtrise de la phrase et une vraie grammaire de la phrase. Vous savez, la grammaire, c'est la subtilité du langage. C'est la subtilité de la hiérarchie des mots que nous employons et des expressions. Le plus et le moins s'expriment à travers des qualificatifs et le choix des mots dit quelque chose de l'ajustement de notre pensée, de nos sentiments ou de ce que l'on souhaite exprimer. Alors évidemment, on peut se demander si aujourd'hui, en 2021, il est encore possible de dialoguer avec des jeunes qui n'ont pas ce bagage. Et j'entends très bien la question. Alors je vais y répondre de deux manières. Je vais y répondre dans le temps en me disant il est urgent de remettre en place dans nos écoles et dans nos collèges une formation littéraire digne de ce nom. Parce que moi, je pense que, excusez-moi l'expression qui va vous sembler très violente, mais je trouve ça criminel. Je n'ai pas de mots assez forts, je vous assure, pour exprimer ce que je pense sur l'absence de formation littéraire et de l'intelligence littéraire des enfants. C'est très grave ce qu'on fait actuellement sur ce plan-là. Parce qu'on empêche des enfants de croître dans leur intelligence et de déployer leur liberté intellectuelle. Et donc, la première réaction qu'on doit avoir, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait pour que les méthodes de lecture, l'apprentissage de la lecture, la construction, l'étymologie, la maîtrise de la grammaire, les fondamentaux de la littérature, eh bien, s'inscrivent véritablement dans un cursus du primaire et du secondaire, c'est-à-dire entre l'âge de 6 ans et l'âge de 15 ans, qu'on ne lâche rien sur ce plan-là. Ensuite, je pense que pour l'avoir vécu dans un autre environnement, Silvio, que Saint-Jean-de-Passy, car comme tu sais, je suis passé par d'autres établissements, mais à l'époque où j'étais à Notre-Dame-de-France, dans le 13e arrondissement, là, j'étais plus au sud de Paris, proche d'une banlieue qui parfois était un peu chaude, le Kremlin-Bicêtre, Gentilly, etc. Et les populations que nous accueillions étaient parfois un petit peu difficiles. Alors, je dis un petit peu parce qu'après, j'ai connu pire à Saint-Étienne, mais pour Paris, c'est quand même un établissement qui comporte des difficultés. En fait, la communication avec certains enfants était un jeu de reformulation. Et moi, je crois beaucoup au jeu de la reformulation. C'est-à-dire quand on a un enfant en face de nous et qui nous dit, je sais pas, monsieur, c'est un bâtard ce type, c'est un bâtard, je ne veux pas lui parler. Alors, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Et en fait, quand vous venez de saisir deux enfants, moi j'ai même donné une formation à des surveillants, je dirais, pour réaliser cela sur la cour de récréation quand j'étais à Notre-Dame-de-France. On utilise l'effet miroir. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que signifierait pour toi que je te traite de… Voilà. Et puis ensuite, on travaille sur la reformulation. C'est-à-dire, tiens, comment on pourrait le dire autrement? Comment on pourrait le dire autrement? Et de prendre le temps véritablement avec l'enfant, de chercher à lui donner les mots qui vont lui permettre de l'exprimer autrement. Et bien, je peux vous assurer que quand vous faites ça, c'est comme en PNL, en programmation neurolinguistique, vous provoquez ce qu'on appelle un ancrage dans le cœur de l'enfant. Il se dit, ouais, mais avec monsieur Guéra, là, avec monsieur Clément, il faut s'exprimer autrement. Voilà. Donc, on va apprendre à s'exprimer autrement avec lui. Et ils les ont, les mots. Ils sont capables de les retrouver. Ils sont capables, si on les pousse un peu, ils sont capables de composer par mimétisme, à travers ce qu'ils ont entendu de leurs professeurs ou de peut-être leurs parents ou d'éducateurs qui ont compté, ils sont capables de retrouver ces phrases.
Faut-il encore les solliciter, les exiger et ne pas se cantonner à considérer qu'il s'agit d'un déterminisme social, qu'il faudrait à ce point accepter qu'on baisse le niveau d'année en année jusqu'à obtenir un brevet qui est absolument lamentable de niveau. Il y a quelques années, j'ai corrigé le brevet. Le brevet des collèges en France, c'est la dernière étape du collège. Donc, après la classe de troisième, les élèves passent un brevet en français, en mathématiques notamment. Et en français, quand j'ai corrigé le brevet, eh bien, dans la commission d'harmonisation du brevet, c'est-à-dire on s'est réunis et puis il y a quelqu'un de l'académie qui a dit « Attention, vos notes sont un peu basses, donc il fallait qu'on remonte un tout petit peu nos notes, la moyenne des notes. » Et là, on a dû voter pour savoir si en troisième, le A avec accent et le A sans accent, ce n'était pas un peu piégé dans la dictée. Vous voyez, A avec accent et A sans accent. Ensuite, c'est sûr, hein, moi j'entends qu'on peut avoir effectivement une difficulté, je dirais, à faire passer tous les élèves par ce niveau d'exigence. Mais à partir du moment où on connaît le but, si on connaît le but, c'est-à-dire les exigences de la vie professionnelle, et dans les exigences de la vie professionnelle, il y a savoir penser par soi-même, savoir s'exprimer, savoir développer un discours, savoir aborder une situation complexe, etc. Puisque c'est ça le but, qu'est-ce qu'on fait en aval pour atteindre ce but? Eh bien, dans les étapes intermédiaires, il y a effectivement la maîtrise de la langue, la maîtrise du vocabulaire et la construction de la phrase. Je ne sais pas si j'ai répondu parce que je me suis un peu emballé sur le littéraire. Je vous demande pardon, mais c'est un sujet qui me touche particulièrement. Difficile de dire que tu ne m'as pas répondu. Jean-François, on fait une deuxième séance ou on continue jusqu'à… Je pense qu'on pourrait, même si c'est difficile de prendre la parole après cette péroration pour le niveau littéraire, mais peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a envie de poser quelques questions. Le matériel a été très riche ce soir, alors c'est peut-être l'occasion d'ouvrir votre micro et de poser votre question à François-Xavier, si quelqu'un a des questions, bien sûr. Ou sinon, moi, je pose une question en attendant, et peut-être, tu as encore d'autres questions, Silvio, à poser? Batterie encore, mais je peux la garder pour la deuxième séance. D'accord. Moi, je voulais juste poser une question. Alors, vous avez beaucoup cité le père Luigi Giussani. Il parle aussi de la crise. Alors, vous n'avez pas parlé de crise aujourd'hui. Donc, vu que c'est une étape, je pense, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les étudiants, enfin pour les enfants, c'est une étape dans laquelle nous tous, nous vivons aujourd'hui. Je voudrais comprendre un petit peu pour vous comment cette période de crise peut être une occasion aussi, que ce soit pour l'éducation et pour l'éducateur. Alors, est-ce que vous pouvez expliciter un peu votre question sur la notion de crise? Oui, je pense à la crise, avant tout, je parle de la crise de l'adolescence, les difficultés de dialogue entre les parents et les enfants, peut-être des crises aussi qui peuvent arriver dans l'attente qu'on avait sur nos propres enfants. Je pense aussi à la crise que nous vivons actuellement, où nous sommes éduqués nous-mêmes en quelque sorte par la réalité qui arrive autour de nous. Voilà, alors je voulais comprendre un petit peu votre vision sur ces périodes d'épreuve. Merci. Alors, moi j'ai un principe dans ma vie qui est de feindre de choisir ce qui s'impose à moi. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de traverser des moments un peu difficiles et éprouvants, et je suis sûr que c'est le cas de bon nombre d'entre vous. Je pense que toute crise est un moment de transformation. Sur le plan spirituel, on pourrait dire que la crise est le creuset de la grâce. C'est le principe de la croix et de la résurrection, hein. Mais sur le plan éducatif, j'ai envie de vous dire que d'abord, toute adolescence n'est pas forcément une crise, mais quand elle est une crise, moi je dis souvent aux parents, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que d'abord qu'il y a un tempérament un peu fort qui s'exprime, et certains vont courir après un tempérament fort toute leur vie. Ça peut donner un magnifique leadership plus tard. En tous les cas, la crise est le moment de l'éducation. Je dis dans mon livre que
les enfants nous offrent tous les jours des prétextes à les éduquer. Et je pense que le moment de la crise, que ce soit comment dire, une crise qui est très marquée sur la relation affective, par exemple, des enfants avec des camarades et ce qu'ils font de leur vie sensible ou de leur vie sensuelle, ou que ce soit une crise liée à la consommation de stupéfiants ou un problème d'orientation sexuelle, comme certains parents, je dirais, y sont confrontés aujourd'hui. Ces crises sont des crises qui nécessitent d'abord, je dirais, d'accueillir la souffrance qui va avec la crise, ça nécessairement. Ensuite, je pense qu'il faut éviter un premier écueil qui consiste, comme parents, à se culpabiliser, à rechercher, je dirais, ce qu'on a fait de bien ou ce qu'on a fait de mal. Parce que ce n'est jamais le chemin de résolution d'une crise. De se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant pareil, ou qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir, etc. etc. Bon. Et comme parents, on a toujours un peu cette tentation quand on voit un enfant qui prend un chemin un peu déviant par rapport à ce qu'on a espéré. On peut avoir cette tentation. Et quand on a cette tentation, eh bien, je pense qu'il faut d'abord la déposer au pied de la croix et puis s'en remettre au bon Dieu. Mais il ne faut surtout pas l'entretenir parce que ce n'est pas là qu'on va trouver le chemin, d'une résolution. Puis deuxième propos, peut-être pour traiter votre question sans parfaitement y répondre, c'est que ce qui manque dans les périodes de crise, c'est souvent les espaces de dialogue. C'est souvent les moments où on va pouvoir prendre le temps d'avoir un peu de recul, de distance, de hauteur pour analyser la situation. Et ce qui manque bien souvent dans nos familles, c'est des temps de conversation, des temps d'échange avec les enfants. Tout à l'heure, je disais le jeu de la reformulation. Peut-être que certains d'entre vous se disaient, mais c'est complètement dingue. Enfin, on n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps. Ben oui, ben si, c'est justement le temps éducatif. Moi, je pense que le temps éducatif est un temps long et un temps qui nécessite effectivement de sacrifier beaucoup de choses. Et comme parents, est-ce que véritablement nous prenons le temps de parler avec nos enfants? Alors, on va dire oui, bah évidemment, je leur parle tous les jours. Non, 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 vraiment de parler. Et quand il y a une crise, bah, c'est un moment privilégié pour aborder, écouter, comprendre, analyser, rationaliser, prendre un peu de hauteur, accepter d'entendre des choses parfois inaudibles aussi, parfois inaudibles. Papa, j'ai envie je sais pas, de fumer un joint. J'en ai fumé la semaine dernière et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai envie de fumer un joint. Bon, bah écoute, oui, on va peut-être en parler. Il y a plein de réactions possibles, mais la première réaction, c'est habituellement, c'est on met à distance en disant, mais ça va pas, mais tu es complètement fou, tu es complètement folle, sûrement pas. En fait, mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Le problème, c'est que on manque une occasion d'ouvrir un espace dans lequel on va pouvoir traiter le problème et traiter la difficulté. Il ne s'agit pas de prendre un joint et puis de le partager avec son enfant en disant bah, « tu as raison, on va prendre un moment pour en parler ». Non, bien sûr, mais il s'agit de dire comment je conduis mon enfant à comprendre que ce n'est pas possible et comment je vais pouvoir l'aider à comprendre que ce n'est pas possible si je ne fais que lui objecter un interdit. Je ne peux pas. Ensuite, sur une crise plus large, plus importante, on revient aux questions que posait tout à l'heure Silvio sur espace, temps, identité, communauté. Je pense qu'on est dans une situation de crise depuis assez longtemps et qu'on enchaîne finalement des crises successives. Depuis j'ai envie de dire, les années 60, qui ont culminé en France, en tous les cas avec 68. On pourrait parler de la Révolution tranquille pour les Canadiens. On pourrait parler, je dirais, des Gilets jaunes pour la période la plus récente en France. On est passé par des crises sociales qui forcément nous interrogent nous-mêmes dans notre rapport au travail, dans notre rapport à l'argent, dans notre rapport au pouvoir, dans notre rapport à l'amour, dans notre rapport à la vérité, dans notre rapport à l'Église, à la foi, etc. Comment on traite ces sujets-là avec nos enfants? Moi, je me souviens d'une question un jour d'une de mes filles, j'espère ne choquer personne dans cet espace.
tout à fait apaisé pour l'instant. J'ai, au moment du mariage pour tous en France, donc une évolution législative qui a conduit donc à la possibilité du mariage de personnes de même sexe, eh bien, j'ai fait partie du million de Français qui, à un moment donné, s'est exprimé pour dire que voilà, j'étais pas pour et que nous avons manifesté en famille un jour dans Paris contre cette loi. Et puis un jour, parmi les jours, à table, l'une de mes filles me dit Papa, pourquoi nous, dans la famille, on est homophobe? Et là, bah, vous avez deux solutions. Soit c'est non, mais ça va pas, ma chérie, on n'est pas du tout homophobe, il n'y a aucun problème. Bon. Soit c'est un prétexte extraordinaire, et moi j'ai adoré sa question. Et on a vraiment pris le temps d'en parler pendant toute la soirée. Je leur ai dit bah, écoutez, mes enfants, on va prendre le temps d'expliquer. Il n'est pas question qu'on en reste là, il n'est pas question que vous puissiez imaginer une telle chose, mais en même temps, comprenez bien quel est le sens du combat. Et en fait, là, rentre dans la famille un certain nombre de sujets de société, rentre dans la famille et dans la culture familiale des sujets qui nous prennent parfois complètement à contre-pied. Aborder la question, j'habite dans un quartier où il se trouve qu'il y a un peu de prostitution de temps en temps, pas très loin. Bon, la première fois que j'ai dû aborder ce sujet-là avec mes filles, ben, je peux vous dire que pas très facile à expliquer. Ben, c'est un sujet qui est rentré dans la famille. Et en fait, tous ces sujets qui, d'une certaine manière, participent à une crise morale ou participent à une crise sociale ou participent à une crise intellectuelle aussi, avec le relativisme, etc., tous ces sujets, à partir du moment où ils rentrent dans la famille, ils doivent absolument faire l'objet d'un discours, de mots, de dialogue, d'écoute, et ne surtout pas, à mon avis, en tous les cas aujourd'hui c'est impossible, peut-être que ça a marché à une époque, mais je pense qu'aujourd'hui c'est fini, ne surtout pas faire l'objet d'injonctions et d'un discours en forme de décalogue. Ça ne marche pas et ça ne marchera plus. Et je pense qu'effectivement, à la crise, doit répondre des espaces de dialogue et de formation de l'intelligence sur les sujets. Alors, nous avons trois questions qui nous sont arrivées. Nous allons essayons d'être rapide dans les réponses, peut-être. Alors, première question, c'est Paul Bleus. Si tu veux ouvrir ton micro. Vous m'entendez? Oui. OK. Donc, au départ de la présentation ce soir, pour éduquer, il n'est pas nécessaire d'être chrétien, mais il faut faire l'hypothèse d'une vie éternelle ou avoir au moins la conviction d'une vie éternelle. En tant que père de famille, face à nos enfants qui ne sont pas nécessairement chrétiens de manière héréditaire, quelle est dans votre expérience d'éducation de vos enfants celle qui exprime le plus l'apport de cette vie éternelle? Alors, je ne sais pas si c'est possible de répondre en 2 minutes, mais... Comme Jean-François a demandé qu'on réponde vite, la question mériterait un autre livre, mais c'est une très belle question et je vous remercie, monsieur, de la poser. Je vais être obligé d'être un tout petit peu personnel pour répondre vite. Il se trouve que mon épouse a été malade, elle est tombée malade en 2009 et elle est décédée en 2014. J'ai 4 enfants, le dernier a 11 ans et l'aîné a 21 ans. Quand on a abordé la question de la maladie, très vite, la question de la mort s'est posée puisque c'était un double cancer. Malgré tout, mon épouse a vécu pendant 5 ans avec cette maladie, puis elle est partie donc, en novembre 2014. Très clairement, l'hypothèse de la vie éternelle a été constamment présent dans les échanges que j'ai eus avec les enfants. Et constamment, encore aujourd'hui, la dimension surnaturelle habite radicalement cette question de la mort. Ça, c'est une première réponse. Mais cette réponse, par analogie, et pardon, parce qu'elle est un peu, elle est un peu sidérante, parce que là, il s'agit d'une jeune maman, il s'agit de jeunes enfants, etc. Mais on peut la prendre de la même manière, je le crois, avec le décès des grands-parents. Quand des petits-enfants perdent leurs grands-parents et qu'ils ont une certaine proximité, voire une très grande proximité avec leurs grands-parents, c'est un drame qui pose la question de la radicalité de la vie. Et puis ensuite, je répondrai sur
je dirais de façon plus large, parce que votre question est plus large que simplement le rapport vie-mort, c'est la question de qu'est-ce qui te rend véritablement heureux? Quels sont les moments où tu as une véritable joie? Et ce que j'ai réussi, moi, non. Ce que j'essaye de faire passer à mes enfants, plus modestement, ce que j'essaye de faire passer à mes enfants, c'est le rapport entre plaisir et joie. Et de distinguer toujours ce qui est du domaine du plaisir et ce qui est du domaine de la joie. Je crois qu'il y a toujours du plaisir dans la joie. Mais je ne crois pas qu'il y ait toujours de joie dans le plaisir. Et distinguer la joie et le plaisir, c'est distinguer finalement ce qui est du domaine du plaisir spirituel, qu'on appelle la joie, c'est-à-dire une joie qui est supérieure. Et quel est le but de la vie si ce n'est la joie? Et le plaisir est plutôt dans les parties basses, non pas dans les parties viles. Et Dieu merci qu'il y ait du plaisir dans la vie, du plaisir dans la génération, du plaisir dans la nutrition. Mais en revanche, voilà, si je recherche vraiment un but plus élevé dans ma vie, je vais aller chercher plutôt la joie. Et qu'est-ce qui te rend heureux, mon chéri, dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureux et qu'est-ce qui va te donner de la joie, ma fille, mon fils, dans ce que tu vis, dans ce que tu fais? Je vous remercie infiniment. Et donc, il y a une question de Odile aussi qui continue un petit peu ce que vous avez dit maintenant. Il dit, je comprends que la personne qui a autorité éduquera par son exemple, par son être. Peut-on faire passer cela sans être en présence? Comment faire puisque cette pénurie de présence physique auprès de l'enfant est renforcée par les mesures sanitaires? Ah oui, c'est pas facile de répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de témoignage, et je pense que vous pourriez avoir le même type de témoignage, c'est qu'il arrive que des enfants aient une proximité avec un adulte, un parrain ou une marraine, ou un grand-père ou une grand-mère, un oncle, qu'ils ne voient pas pour autant si souvent que ça. Et que cette personne ait un rôle assez déterminant dans sa vie, pour sa foi, ou pour son exemplarité, ou pour sa douceur, ou pour l'excellence de ses convictions, de ses engagements. Et je pense que la distance n'empêche pas effectivement cette exemplarité. Après, il est sûr que dans la période que nous traversons, nous sommes contraints de vivre chaque moment de façon un peu, comment dire, un peu particulière, liée au confinement, liée au masque, liée à la distanciation sociale, etc. Et là, je vous renvoie à une expérience qui est très belle, qui est celle de Monseigneur Thuan. Je ne sais pas si vous connaissez Monseigneur François-Xavier Van Thuan, Nguyen Thuan. C'est une vie, mais absolument extraordinaire. 13 ans dans les geôles du Vietnam, et il fait le choix au tout début de son incarcération de tout vivre à fond, chaque instant, chaque minute, tout par amour, tout par amour. Et en fait, par des actes quotidiens dans la relation avec les autres, vis-à-vis de ses geôliers, dans toutes ses pensées, il va tout offrir par amour à chaque instant et à chaque moment. Moi, je pense que la plus belle transmission qu'on peut avoir à distance, c'est celle de l'amour et c'est celle de ce que l'on offre dans ces moments effectivement de confinement et dans ces moments d'isolement. Nous avions d'ailleurs pensé parler de ce livre aussi sur Aîné. Je pense que c'est Libre derrière les barreaux, quelque chose comme ça, le titre. Ouais. Voilà, peut-être que ce sera quelque chose à faire encore dans le futur. Alors, une question encore de Firmin qui demande, dans le processus éducatif, doit-on punir l'enfant? Si oui, comment? Sinon, que faire alors après une bêtise quelconque de l'enfant? Alors, là, c'est pareil, je dois répondre rapidement, donc je vais… Non, mais je vais être de ce fait-là un tout petit peu peut-être lapidaire et je vous prie de m'en excuser, parce que ce serait vraiment c'est une question très, très importante. Et si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous renvoie à des livres du Père Petitclerc, par exemple, à partir duquel, je dirais, j'ai beaucoup travaillé, puis de la pédagogie de Don Bosco. Moi, je vous le dis, je suis contre la punition. Voilà, je vais peut-être vous étonner, hein, mais je suis contre la punition. Mais je suis pour la sanction. Et je distingue la punition de la sanction. Je pense que punir
on est dans le domaine de la protection du bien commun par rapport à un impétrant, un voleur, un violeur, quelqu'un qui doit effectivement subir une peine parce qu'il est dans le réel, il est dans la responsabilité, il est capable d'assumer sa responsabilité, la responsabilité de ses actes et les conséquences de ses actes. Et donc, il mérite d'être puni, c'est-à-dire il y a une proportion entre les actes qu'il a posés et la punition qu'il va devoir supporter. La sanction, ce n'est pas ça. La sanction, c'est tenir compte du fait qu'on a affaire à un enfant et qu'un enfant, c'est justement dans la nature même de son processus éducatif que de ne pas savoir encore faire, de ne pas savoir comment agir correctement, de ne pas réaliser parfaitement encore des équations du second degré, ou de ne pas connaître parfaitement ses tables de multiplication, ou de ne pas écrire une dictée de Mérimée parfaitement sans faute. Et en fait, quand on le sanctionne par une note ou quand on le sanctionne par un propos un peu rugueux ou quand on le sanctionne en l'envoyant dans sa chambre parce qu'il a fait une colère ou parce qu'il a cassé quelque chose volontairement, quand on le sanctionne, eh bien, on doit toujours accompagner cela, d'abord d'un amour qui doit être à peu près aussi grand et, comment dire, incontestable, c'est-à-dire que l'enfant ne doit pas douter de l'amour qui est présent dans la sanction. Là, je parle de la sphère familiale, évidemment. Dans la sphère familiale, il est essentiel que quand il y a une sanction, l'enfant ne puisse pas douter de l'amour qu'on lui porte au moment où on pose cet acte. Et même s'il est posé avec fermeté, on peut le poser avec fermeté et tendresse. Vous pouvez très bien vous mettre à la hauteur d'un enfant, vous mettant accroupi, d'un enfant de 3 ans, en lui prenant la main et en lui disant, tu vois, je ne suis pas contente de ce que tu viens de faire, tu vas aller dans ta chambre, et maintenant, tu vas y rester pendant 10 minutes. Et pendant 10 minutes, tu vas rester dans ta chambre parce que ce que tu as fait est très mal. Et vous pouvez lui parler comme ça en posant un acte qui pourtant est dur, parce qu'un enfant de 3 ans, quand vous l'enfermez dans sa chambre pendant 10 minutes, c'est dur. Mais en revanche, vous pouvez le faire avec beaucoup de tendresse et puis le récupérer après en vous assurant qu'il a compris ce que vous avez fait. Et moi, je pense que dans l'éducation d'un enfant, il faut toujours s'assurer que l'acte que l'on pose participe de sa croissance. Vous savez, trop souvent, c'est pour ça que j'aime bien distinguer punition et sanction, trop souvent, on a tendance à penser la sanction dans un mouvement qui est davantage proportionné à l'énervement que nous avons qu'à l'enfant que nous éduquons. Et quand nous posons un acte éducatif, il faut toujours s'assurer que le ressort de cet acte éducatif est dans le cœur de l'enfant et pas dans le cœur de l'adulte. Merci beaucoup François-Xavier pour cette soirée et comme nous l'avons tous compris, je pense, c'est juste une introduction. J'espère une introduction à pouvoir lire votre livre. Donc je vous rappelle que nous parlions, l'occasion était la sortie aux éditions Artege du livre La voie de l'éducation intégrale, écrit par François-Xavier Clément. Donc on peut vous inviter à lire ce livre pour continuer. Et puis je pense que cette soirée est effectivement très riche et vous avez en quelque sorte un peu illustré ce dessin qui est derrière moi, qui montre Aîné qui quitte Troyes en portant la tradition sur ses épaules et en portant en tenant son enfant par la main. Voilà, alors je suis très content d'avoir pu illustrer cette image avec cette soirée. Je remercie aussi beaucoup Silvio Guerra de nous avoir accompagné cette soirée. Et il me reste juste à vous donner un avis, en fait, pour la prochaine rencontre. La prochaine rencontre sera dans 2 semaines et nous retournerons sur le voyage du pape François en Irak. Nous aurons l'occasion de parler avec le secrétaire de l'Annonciature apostolique en Irak, donc celui qui a préparé le voyage du Saint-Père en Irak, et un témoin irakien aussi sera avec nous. Si vous voulez être au courant des soirées de Aîné, vous voyez derrière moi l'adresse du site, c'est très simple, vous allez voir, toutes les informations sont là, vous pouvez vous abonner aussi à notre newsletter pour pouvoir rentrer dans la chambre, dans la pièce Zoom. Voilà, merci beaucoup à tous. Encore une fois, François-Xavier, merci. Merci beaucoup et merci à Silvio, évidemment, d'avoir travaillé mon livre avec autant de sérieux et à votre disposition pour continuer ces échanges si cela est opportun dans les années qui viennent. Merci à tous et bravo pour le travail que vous faites à Communion et Libération. Merci beaucoup, merci.